Eh bien, le face-à-face aujourd'hui avec quelqu'un que certains trouvent sulfureux, que d'autres trouvent passionnant. C'est un scientifique, c'est François Gervais qui vient de publier « Il n'y a pas d'apocalypse climatique ». Incroyable. Comment? Rappelez-vous ce que disait Greta Thunberg, la grande Greta Thunberg, la passionnariat des climato-enthousiastes, de ceux qui disent qu'on va tous mourir, que la planète va prendre feu dans 5 ans ou dans 10 ans. Écoutez ce qu'elle disait il y a quelques années. How dare you? How dare you? How dare you? How dare you? Eh oui, comment vous osez? Vous nous avez volé notre enfance. Vous vous rappelez, Greta Thunberg? C'était magnifique, hein? C'était la passionnariat qui a arrêté qui a arrêté Franco, enfin. François Gervais, bonjour. Alors, je rappelle pour ceux qui effectivement disent « Ah, mais François Gervais, ce qu'il raconte », mais François Gervais, je vais vous dire qui c'est. Il était directeur de recherche au Centre de recherche de la physique des hautes températures du CNRS, et au CNRS, il ne s'est pas occupé de dire « Hello, je quitte X ». Non, c'était pas son boulot, là. D'autres l'ont repris. Et il a été expert reviewer des rapports AR5 et AR6 du GIEC. Et alors, on nous dit toujours, et nous, on nous a dit ici, oui, mais attention, le seul effectivement parangon de l'information juste et scientifique, c'est le GIEC. Quiconque sort du GIEC n'est plus scientifique. Nous, vous savez, on n'est pas climatologue, on n'est pas scientifique, mais on a question à tout. Et nous ne sommes pas dans le côté de la ligne juste du parti. Nous ne sommes pas en Corée du Nord. Alors, François Gervais, vous avez écrit, après d'autres ouvrages, et beaucoup vous avez reçu, il n'y a pas d'apocalypse climatique. Alors, moi, je voudrais vraiment que l'on parle, et que l'on parle très, très, très précisément des choses. On est encore, vous avez vu récemment qu'il fallait interdire un certain nombre de voitures thermiques. Alors les voitures thermiques, ça doit être terminé, et un certain nombre de millions de Français ne pourront pas rentrer dans certaines villes parce qu'ils n'auront pas les véhicules nécessaires, hein, le climat, etc. Alors moi je voudrais vraiment que l'on parle très précisément, et un chiffre, François Gervais, et votre livre est passionnant parce qu'il donne des faits et des informations précises. Alors, le CO2, est-ce que c'est toujours ce pelé, ce galeux d'où nous vient tout le mal? Ça n'est nullement un polluant, au contraire, c'est un fertilisant. S'il n'y avait pas de CO2 dans l'atmosphère terrestre, il n'y aurait plus de végétation sur Terre. Et donc, il n'y aurait plus de vie sur Terre. Le CO2 est absolument indispensable. Et s'il y avait seulement 60% de moins de CO2 dans l'atmosphère de la Terre, la végétation s'étalerait et la vie disparaîtrait. Alors pourquoi on dit que le CO2 c'est l'ennemi à abattre, les gaz à effet de serre, enfin tout est fait en ce nom-là. Oui, il faut décarboner. Décarboner. C'est l'expression. Pour décarboner, selon mes collègues universitaires économistes, il faudrait dépenser entre 40 milliards d'euros et 66 milliards d'euros par an. Et celui que j'avais encore, avec qui j'ai échangé encore hier, disait en fait ça serait 300 milliards par an qu'il faudrait dépenser pour décarboner la France. La France, uniquement la France. Uniquement la France. Ouais. Or, si on raisonne en termes de coût-bénéfice, ça c'est le coût. Quel serait le bénéfice? Alors là, je suis politiquement correct, je reprends justement les chiffres du GIEC. Et à partir des chiffres du GIEC, compte tenu du fait que nos émissions, il n'y en a que 44% qui restent dans l'atmosphère, ça c'est le GIEC qui l'écrit, et dans son paragraphe D.1.1 du résumé à l'attention du décideur du dernier rapport AR6, il donne que chaque 1000 milliards de tonnes de CO2 réchaufferait la Terre de 0,45 degrés. Donc, ça nous fait 7 millièmes de degrés par an. Dixit le GIEC. Oui, Dixit le GIEC, c'est intéressant, mais reprenez cela pour que ça soit très clair. Vous voulez dire que chaque combien de quantièmes de CO2, combien de millièmes de milliards, oui. 7 millièmes de degrés par an, dû à nos émissions actuelles. 7 millièmes de degrés par an. Absolument, selon les chiffres du GIEC. Les principaux émetteurs, je rappelle, c'est la Chine, les États-Unis, l'Inde, la Russie. Qui n'en ont rien à faire de tout cela. Exactement. Ouais. À eux 4, ils font 60% des émissions. Hein. L'Europe, c'est 8%, et la France, c'est 0,8%. Alors, 0,8% multiplié par 7 millièmes de degrés par an,
ça fait pas beaucoup. Ça fait 0, alors là, attention, il y a beaucoup de zéros, Ouais. 0,00056 degrés par an. Voilà la culpabilité de la France, actuellement, dans ce qu'on appelle le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'il pourra, juste, on va pas faire le calcul là, mais François Gervais, pour arriver à 1 degré de plus, il faudrait quoi, 100 ans Il faudrait 18 000 ans 18 000 ans. Pour 1 degré de pour plus. 1 degré. Intéressant. À ce rythme, il faudrait 18 000 ans. D'accord. On aura basculé selon les cycles de Milankovitch en phase froide bien avant. Bien sûr. Mais oui, mais alors, comment vous expliquer? On parle de ça, alors. Parce que on s'arrête là-dessus parce que déjà cela, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais nous aurons le temps. Comment vous expliquer que, ceci, ce que vous expliquez en quelques chiffres, et encore une fois, vous dites vous-même, c'est les chiffres du GIEC quand on regarde, comment ça se fait que ça fait autorité, que quiconque, jusqu'ici, en tout cas dans nos pays à nous, quiconque ose dire, regardez, le roi est nu, eh bien vous faites traiter de complotiste, de parascientifique, de ceci, de cela. C'est quoi? C'est le dogme, c'est quoi? Il n'y a pas besoin d'avoir une thèse de doctorat, que ce soit en sciences dures ou en sciences molles, pour imaginer que ceux qui disent ça, c'est qu'ils y ont un intérêt. Il y a d'énormes intérêts en jeu, Ouais. et c'est la raison pour laquelle, effectivement, pour garantir ces intérêts et ces énormes subventions aussi, hein, pas qu'en France, hein, mais Bien sûr. hein. Il y a Alors, des budgets aux États-Unis, ça va peut-être s'arrêter, les Oui, subventions. peut-être, oui, mais il y a des budgets de plusieurs dizaines de milliards d'euros, ouais, de Absolument. dollars, oui. Donc, c'est qu'évidemment, il y a des intérêts derrière. Il n'y a pas besoin d'avoir une thèse de doctorat pour comprendre cela. Alors justement, ce qui est intéressant, continuons là-dessus. Vous savez que je n'ai pas le sonore, mais on l'a publié, on l'a diffusé plusieurs fois. La directrice de France Inter, donc le service public, bien sûr, par excellence, disait il n'y a pas si longtemps, écoutez, nous on parle de tout, on est ouvert à tout, il n'y a absolument aucune censure, sauf, il est hors de question d'accepter ou d'accueillir quelqu'un qui parle de réchauffement climatique. Je la cite dans le bouquin. Ah, vous la citez, oui, absolument. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment on parle de réchauffement? On parle dérèglement? On parle ceci, on parle cela? Du matin au soir, du soir au matin. Est-ce qu'on peut essayer d'expliquer ou en tout cas d'éclaircir cela, selon vous, François Gervais? Alors déjà, il faut distinguer climat et météo. Ce sont deux choses différentes. Les événements atmosphériques extrêmes, il y en a toujours eu, quand on reprend les archives, même depuis plusieurs siècles. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Parce que c'est un système chaotique au sens physique du terme, donc c'est imprévisible. Donc ça, il y en aura toujours. Ça, c'est la météo. En revanche, le climat, c'est la moyenne de tous ces événements sur 30 ans. C'est deux choses différentes. Absolument. Non mais c'est important de le préciser, oui. Et alors, le climat, alors, est-ce qu'il est déréglé, réchauffé ou pas, ou qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors déjà, pour être déréglé, il faudrait qu'il y ait un règlement. Quand vous regardez les fluctuations de température du plus ancien thermomètre du monde, le plus ancien thermomètre du monde, qui mesure la température, Central England, ça dit bien ce que ça veut dire, là où il est, on ne bouge pas évidemment, il mesure les fluctuations de température depuis 175 ans. D'accord. Il y a toujours eu des fluctuations. L'amplitude des fluctuations reste la même aujourd'hui de ce qu'elle a toujours été. Depuis 175 ans. Depuis 175 ans. On serait bien en mal de trouver le début d'un dérèglement. Non, il y a toujours eu des fluctuations. Et c'est vrai que la moyenne de température est croissante. Depuis 175 ans. Oui. Vous dire, elle a déjà augmenté il y a 100 ans ou 150 ans, etc. Pour une bonne raison, c'est que il y a 175 ans, on était dans ce qu'on a appelé le minimum de Maunder, qui est un phénomène météorologique, bien évidemment, mais franchement climatique, puisque le Soleil n'avait plus de taches solaires à ce moment-là. On venait juste d'inventer la lunette de Galilée, ce qui permettait de voir les taches solaires. À ce moment-là, il n'y en avait pas. Et c'est revenu après. Donc, plus de taches solaires, ça veut dire qu'il a fait plus froid. C'est vrai. Et depuis, ça s'est réchauffé. Alors, on va en parler tout de suite après cette petite pause, effectivement, de changement climatique, dérèglement climatique, et la tonne, effectivement, de commentaires. Et comme vous dites, de subventions et de travaux, des éoliennes aux panneaux solaires en passant par tout le reste, que ça suscite et que ça acte. On en parle tout de suite.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Et nous sommes toujours avec François Gervais, qui a contribué au réchauffement climatique par ce brûlot. Il n'y a pas d'apocalypse climatique. Il n'y a pas d'apocalypse climatique. Et oui, François Gervais l'affirme. Et il affirme chiffres à l'appui, faits à l'appui. Ça vient de paraître aux éditions L'Artilleur. Alors est-ce qu'on pourrait vous qualifier de climato-sceptique, François Gervais? Climato-réaliste. Climato-réaliste. Oui. Ah bon? Une petite association en France, nous sommes climato-réalistes. Ça veut dire quoi? Ouais. Sceptique, je reviens sur ce mot. Oui, climato-sceptique, oui. Sceptique, qualifier un scientifique de sceptique, c'est lui faire un compliment. Tout scientifique qui se respecte est sceptique par définition, puisque la science, ça n'est que le débat scientifique. S'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de science. Évidemment. Donc être sceptique, c'est un compliment. C'est pas une religion, pas une vérité révélée, la science. Donc, ouais. alors cela dit, sur réaliste, j'explique, c'est parce que nous sommes plus attachés à regarder les observations du climat réel que les modèles de climat virtuel. Ouais. Alors, justement, François Gervais, est-ce qu'on peut dire quand même, sans être, est-ce qu'on peut dire que, dire que effectivement vous établissez un certain nombre de choses par rapport à la température, par rapport au CO2, etc. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire que l'homme n'est pour rien depuis des siècles dans le changement, dans ce qu'on appelle le réchauffement climatique? Est-ce que vraiment l'homme n'y est pour rien? Alors, si on prend le CO2, oui. Le spectre infrarouge du CO2, alors là, c'est ma spécialité, vu que je suis tombé dans la marmite de potions magiques comme Obélix quand j'étais petit. Je veux dire, quand j'ai commencé ma thèse de doctorat d'État, que j'ai construit mon premier spectromètre infrarouge, la première chose qu'on voit, c'est les bandes d'absorption de l'atmosphère. Donc le CO2 est principalement la vapeur d'eau, qui est de très loin le principal gaz à effet de serre. Mais on voit aussi le CO2, donc je le connais depuis tout petit, le CO2. Alors le CO2, effectivement, a un effet. Et à partir du spectre infrarouge, c'est expliqué dans le livre, le CO2, alors qu'il soit d'origine naturelle ou anthropique, attention, parce qu'il y a aussi, faut essayer de faire la distinction entre les deux. Alors quand vous dites anthropique, ça veut dire? Lié aux émissions. Aux émissions, d'accord. Combustion des ressources fossiles, anthropique. Oui. D'accord. Mais il y a une partie qui est naturelle, parce qu'il y a 60 fois plus de CO2 dans les océans que dans l'atmosphère. Donc, si les océans se réchauffent un petit peu, par exemple lors des phénomènes El Niño, dans le Pacifique, ils dégazent un peu de CO2. Donc, il y en a une partie qui est naturelle, et il y en a une partie qui est d'origine liée aux émissions. Liée aux émissions, oui. Alors, bon, si on prend la totalité des deux, parce que pour les départager, bon, il y a des possibilités. En comparant les isotopes, là je vais être un peu technique, les isotopes 13 et 12 du carbone. Le rapport entre les deux permet d'avoir une idée d'où provient le CO2. Alors, en fait, d'où il provient, sans entrer dans la technique... Alors, il est largement naturel, puisque, à partir de cela, on montre qu'il y a 5% de CO2 liés aux émissions dans l'atmosphère actuellement. D'accord, 5%. Oui. Le reste, c'est naturel. C'est ça, c'est naturel. D'accord. Et donc il y a un effet, hein, là-dessus, c'est indubitable. Et cet effet... alors, naturel plus anthropique, augmentation de CO2 dans l'atmosphère, qui est réelle, a augmenté, d'après le spectre infrarouge, et ce qu'on en déduit par un petit calcul, enfin c'est un peu technique quand même, on en déduit que le CO2, de fait, a réchauffé la Terre de 0,4 degrés depuis 175 ans. Ah oui, donc il y a un effet. 0,4 degrés depuis 175 ans. D'accord. Il y a un effet. Je nie pas qu'il n'y ait pas un effet, mais il n'est pas apocalyptique, on va dire. C'est ça. Ce n'est pas les millions et dizaines de millions de réfugiés climatiques qui vont envahir effectivement la planète de part et d'autre. Alors justement, donc vous dites, il y a des changements climatiques depuis toujours, mais il n'y a pas de dérèglement climatique. Non, parce qu'il n'y a pas de règlement. Voilà, c'est ça. Ceci est chaotique au sens physique du terme, donc il ne peut pas y avoir de règlement. Oui, c'est chaotique au sens de l'essentiel, quoi. Voilà. C'est l'ADN qui est chaotique.
On peut dire, c'est ça, d'accord. Et alors, quand même, il y a un moment formidable, vous parlez dans votre livre, encore une fois que je recommande vraiment, vous avez beaucoup de choses, vous verrez, c'est, voilà, tout est sur la table, et puis à vous de voir, et à vous de lire, et à vous de prendre parti, si parti à prendre, en tout cas à vous de réfléchir. Vous parlez alors du P des vaches. Oui. Parlons de cela. Alors, ces vaches... Le méthane. Le méthane, voilà. Méthane, oui. Et quand on voit une vache en train de paître dans les prés, on se dit, oulala, la pollueuse. Alors, c'est quoi ça? Alors, c'est pas le P des vaches, c'est l'éructation. Ah, c'est l'éructation. Ah oui, méthane, je croyais que c'était la flatulence. Non, c'est le rot des vaches. C'est le rot des vaches. Attention. Oui. Donc, exact, effectivement, oui. il y avait du méthane. Mais pas seulement les vaches, les ovins aussi. Oui. Et il y a à peu près 3 milliards de bovins et de vins sur Terre qui tous éructent du méthane. Bon, ben oui. C'est vrai. Alors, quel en est l'effet? Oui. Extrêmement faible. Pour une très bonne raison. Alors là, je vais encore être un peu technique, pardonnez-moi. Voilà, mais allez-y. C'est ce qu'on appelle la différence d'électronégativité, concept défini par le prix Nobel de chimie, Linus Pauling. Oui. La différence d'électronégativité entre carbone et hydrogène dans le méthane, comparée à la différence d'électronégativité entre carbone et oxygène dans le CO2, ou dans hydrogène et oxygène de la vapeur d'eau, c'est beaucoup plus faible. D'accord. Donc l'effet est beaucoup plus faible. Est-ce qu'on peut dire qu'il est négligeable? Non, ou pas? il n'est pas négligeable, ça se calcule. Mais ça va réchauffer la Terre de 0,06 degrés par an. Non, c'est pas négligeable. Et pourquoi on en a fait, effectivement, on dit, là, il faut abattre, effectivement. Oui, alors, ça, c'est une entourlope du GIEC. Ah oui, carrément, c'est une entourloupe du GIEC. Ouais. On ne parle pas de l'effet lui-même, mais de la dérivée de l'effet. L'effet, c'est une loi logarithmique. Bon, enfin, ceux qui ont fait qui se souviennent de leurs études, se souviennent ce que c'est qu'une loi logarithmique. Mais la dérivée d'une loi logarithmique, c'est une loi hyperbolique, c'est le contraire. Alors, plus la concentration est petite, plus le potentiel de réchauffement est grand et plus il diminue ensuite. Et donc, c'est le fait que c'est une loi hyperbolique qui a fait dire « Ah oui, mais il a un potentiel de réchauffement. » Oui, il a un potentiel, mais ce potentiel ne peut que décroître, et très rapidement. Oui, c'est intéressant, en tout cas, de le rappeler. Effectivement, vous dites... Alors, en fait, ce que vous dites tout au long de votre livre, effectivement, et vous parlez d'un peu tout cela... Est-ce que tout cela, alors évidemment, vous dites, bien sûr qu'il y a des changements, bien sûr qu'il y a les émissions, bien sûr que ça joue un rôle, mais comment alors expliquez-vous, là, peut-être c'est aux sociologues qu'on va parler plus qu'aux scientifiques, encore que les sciences molles existent, je les ai rencontrées, comment vous expliquez depuis Rachel Carson, le silence, la Terre silencieuse, etc., ça fait maintenant plusieurs décennies. On se rappelle d'ailleurs de John Kerry, le sénateur américain, qui disait, rappelez-vous, il y a 20 ans, que toutes les villes côtières vont être noyées, envahies, etc. Et chaque fois qu'il pleut ou qu'il y a un incendie, c'est évidemment le climat, le dérèglement climatique. Donc, chaque fois qu'il y a un problème, c'est cela. Mais plus que ça, on l'a vu avec les intermittents, les éoliennes, et etc. Il est, encore une fois, comment vous expliquer? Est-ce que c'est religieux? Est-ce qu'on a voulu, comme on dit, gouverner par l'angoisse? Est-ce que c'est par cette anxiété? Et vous parlez de l'éco-anxiété, on va en parler, mais qu'il y a eu un tel, allez, on peut le dire, un tel règne du discours dominant sur l'écologie depuis maintenant 50 ans, facile. La peur est un instrument de pouvoir. Ouais. Alors, pour revenir, puisque vous avez cité les intermittents, je voudrais donner l'exemple des panneaux solaires photovoltaïques, à partir desquels, effectivement, on fait de l'électricité. 91% des panneaux photovoltaïques dans le monde sont fabriqués en Chine. 91%. 91% des panneaux photovoltaïques dans le monde sont fabriqués en Chine. Ils sont donc fabriqués à partir d'une énergie carbonée. Car la Chine consomme la moitié du charbon mondial pour faire son électricité. Autrement dit, je caricature un tout petit peu, mais pas tellement, on est subventionné pour mettre des panneaux photovoltaïques qui sont en fait du charbon transmuté. D'accord. Donc on subventionne le charbon.
Voilà. CQFD. Et pour les éoliennes, c'est quoi? Vous diriez quoi des éoliennes? Autre intermittent. Que ça a doublé le prix de l'électricité. Ça peut intéresser tout le monde. Oui, parce que la demande d'électricité en France, selon RTE, n'a pas augmenté depuis une trentaine d'années. Enfin, il y a des fluctuations, mais pas beaucoup. N'a pas vraiment augmenté. Donc on avait le nucléaire et l'hydroélectricité qui permettaient de répondre à la demande. Qui répondait à la demande de fait. Comme la demande n'a pas augmenté, tout ce qu'on a installé comme énergie intermittente éolienne, avec des obligations d'achat, attention, il y a des contrats d'obligation d'achat, ça nous fait payer... sur des milliards et des milliards de dollars et d'euros. Ça nous fait payer 2 fois plus cher l'électricité. Quand je dis 2 fois, c'est peut-être 3 d'ailleurs. Oui, et justement, là, c'est peut-être parce qu'il faut parler de tout ça. Il n'y a pas que Cloison étanche, avec la science, la géopolitique et la politique elle-même. Comment se fait-il, alors c'est intéressant, que pendant que les accords de Paris, pendant que l'Europe s'enflamme, et pas seulement l'Europe et ailleurs, où on dit d'abord effectivement l'écologie, l'allemand, on a vu le rôle des Verts allemands, on va pas revenir, Fabien Bougli nous en a très bien parlé ici en France et ailleurs. Comment se fait-il que le fait que l'Amérique, allez, drill baby drill, on reprend les gaz de schiste, nous on n'a pas le droit bien sûr, on ne touche pas à ça, on n'a même pas le droit d'explorer. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais c'est un fait que l'Amérique, la Chine, vous venez de parler de la Chine, la Russie et l'Inde se fichent totalement et royalement de tout ça et continuent, eux, leur travail ou leur développement, entre guillemets, sans aucun problème. Alors que nous sommes dans l'accusation et la stigmatisation totale. Regardons la situation. 80% de l'énergie mondiale est produite par les combustibles fossiles. 80% aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Alors, c'est un peu plus dans les pays asiatiques, c'est un peu moins dans les pays de l'OCDE, mais c'est quand même 74% dans les pays de l'OCDE. Oui, donc, qui ont besoin, de toute façon, des énergies fossiles. Donc, c'est un pétrole, fait, charbon, etc. Oui. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas que l'électricité, bien sûr. Bien sûr. Il y a... T'as d'autres besoins. Et puis, si demain l'intelligence artificielle veut fonctionner, il y a de l'énergie. On va en parler aussi. Vous en parlez dans votre livre, d'ailleurs, de cela. Je crois que on peut-être faire une petite pause, et justement pour absorber tout cela, mais c'est pas fini. Vous allez voir, c'est passionnant. Et on va parler de l'éco-anxiété. Vous en parlez beaucoup aussi, François Gervais. À tout de suite. C'est simplement le moment de rappeler aussi peut-être à vos auditeurs que sur Sud Radio, ils ont la parole et ils ont la possibilité de poser des questions. Donc n'hésitez pas à appeler le standard au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Dans tous ces états décryptés par François Gervais, il n'y a pas d'apocalypse climatique aux éditions de l'Artilleur, effectivement, et vous ajoutez, d'ailleurs, c'est le sous-titre de votre livre, François Gervais, Modèle, mesures et prévisions, se délivrer de l'éco-anxiété. Et effectivement, vous en parlez beaucoup dans votre livre. Mais cette éco-anxiété, il faut comprendre, les gens se disent, on leur dit, écoutez, on va avoir 4 degrés de plus, des villes entières vont disparaître, nous allons crever de faim et de soif dans le sud, et chez nous, ça va être 4 à 5 degrés de plus, beaucoup de gens l'ont dit à la télévision et ailleurs, et enfin, ça va être, voilà, et depuis 50 ans, évidemment, de 20 ans en 20 ans, on vous raconte les mêmes choses, et ça continue. Donc cette éco-anxiété, elle est presque devenue généralisée. On l'a vu aussi dans d'autres domaines. Mais là, comment vous l'analysez, cette éco-anxiété ? Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'effectivement, depuis 2 siècles, la population mondiale a été multipliée par 8. Mais c'est énorme. Et depuis 50 ans, la population mondiale a doublé. Donc, on ne peut pas nier que le fait qu'il y ait beaucoup plus de gens sur Terre font que ça a augmenté les problèmes. Un certain nombre de problèmes, y compris ceux liés aux événements météorologiques extrêmes, bien sûr. Bien sûr que ça joue. Ça, c'est sûr. C'est normal. Bon, il faut le dire. Par ailleurs, sur l'éco-anxiété,
j'aurais tendance à incriminer cette petite chose que nous avons tous dans notre poche qui s'appelle un smartphone et qui a tendance à écarter un peu les gens du vrai collectif pour se replier sur leur zone d'inconfort, on peut dire, ou presque. Donc ça a pu jouer. Et donc on manque de références réellement collectives qui sont par la vie en collectivité, où là les choses se disent et on peut entendre que n'exagérons rien, faut pas non plus parce que il y aura pas un réchauffement de 4 degrés. Non, c'est vrai. Mais on vous le dit, on vous dit, attendez, oui d'accord, mais si vous ne faites pas ce qu'on vous dit de faire, des mesures de salubrité publique, on est foutu et vous allez entraîner vers la fin du monde. Mais attendez, le marégraphe de Brest, qui mesure le niveau de la mer depuis 2 siècles, oui, c'est 1 millimètre par an. C'est pas ça qui va faire un tsunami. C'est 1 millimètre par an. 1 millimètre par an. De montée des eaux, je voulais dire. Le marégraphe celui de Marseille, il donne la même valeur. Et globalement, sur l'ensemble... Alors, je parle pas de la mesure par satellite au-dessus des océans. Moi, je regarde les valeurs au niveau des côtes. C'est beaucoup plus intéressant. Bien sûr. Et au niveau des côtes, il n'y a pas une montée des eaux. À certains endroits-ci, pour des raisons qui sont connues, oui, à certains endroits-ci, mais pas partout. Il y a même des endroits comme à Stockholm, les eaux baissent. C'est parce que c'est la terre qui monte. On va en parler, Maud, je crois que nous avons 2 auditeurs là. C'est Serge que nous avons. Bonjour Serge. Bonjour André, bonjour à votre invité. Que je remercie d'avoir écrit déjà pas mal de livres, notamment Impasse climatique que j'ai pris plaisir à lire il y a un an ou 2. Oui. Voilà. Lisez aussi celui-là. Oui, vous savez, on ne lâche pas l'affaire, comme vous dites. Absolument. Donc, j'avais juste 2 ou 3 choses à dire, notamment à propos du fameux Al Gore. Vous savez, celui qui aurait dû être président à la place de... Oui, Al Gore, bien sûr. Bush, etc. Et qui avait fait un tabac médiatique et cinématographique à la fin des années 90 en sortant un film en fait qui était qui a été largement diffusé par le biais de DVD qui s'appelait An Inconvenient Truth et qui devait s'appeler en français une vérité inconfortable. Mais allons-y Serge, ça on va pas vérité qui dérange. Voilà, une vérité qui dérange. Exactement. Une histoire assez intéressante était ce qui s'est passé en Grande-Bretagne où Tony Blair était au pouvoir encore à cette époque et il avait fait acheter je ne sais plus combien de millions de DVD à distribuer dans les écoles et un des parents, il y avait déjà des parents vigilants à l'époque, vous voyez, s'était insurgé en disant c'est très bien, vous diffusez ça, mais il n'y a pas d'autre avis. C'est-à-dire qu'on nous donne ça comme une vérité révélée. Ouais, c'est ça, l'affaire était allée jusqu'à la haute cour. Donc ça avait été étudié. La haute cour avait demandé une expertise scientifique. Et je me souviens que les scientifiques anglais neutres, ou des scientifiques neutres en tout cas, avaient décelé au moins une dizaine d'erreurs factuelles. Tout à fait. L'histoire de l'ours qui se baladait sur un pauvre glaçon au plein milieu de l'océan. Voilà. Je suis allé la dernière fois que je suis allé à New York, c'était en 2014. Si on avait suivi les prédictions d'Al Gore, j'aurais jamais pu prendre la navette pour aller de Battery Park à la Statue de la Liberté parce que New York devait être noyé à ce moment-là. Absolument. Etc. Donc vous voyez ce qu'il faut voilà, dire. Ce que vous dites, Serge, c'est que quand même, il faut un peu regarder le réel et ne pas partir dans des délires. Enfin, en tout cas, raison gardée. Disons raison gardée. Et il avait ajouté, Al Gore, qu'il n'y aurait plus de glace en Arctique à la fin de l'été, en septembre. Eh bien, allez voir, il y en a toujours. Il y en a toujours. Et beaucoup plus, oui, d'ailleurs. Enfin, je crois que nous avons quelqu'un d'autre. Vous avez un deuxième appel de Christiane qui vient de Versailles. Bonjour Christiane. Bonjour et bravo pour vos émissions. Et alors, moi, j'ai toujours fait remarquer dans les mouvements écologistes que autrefois, le bassin parisien, c'était bien un bassin. Donc,
c'est que le climat a quand même beaucoup changé. Et on m'a toujours dit, oui, mais ça c'est à très long terme, donc ça compte pas. Voilà. Donc, le règlement, comme dit monsieur, il n'y a pas de règlement, quoi. Il n'y a pas de règlement climatique. Et alors, je voulais dire au sujet du GIEC, pour moi, pour la France et peut-être d'autres pays, je ne sais pas, il me semble que le but était de cacher de mettre en valeur l'énergie nucléaire, parce que dans les années autrefois, les Français étaient majoritairement beaucoup étaient contre l'énergie nucléaire, avec tous ses dangers. Et donc là, en passant de l'énergie fossile à l'énergie décarbonée, on fait passer l'énergie nucléaire pour une énergie qui est valable et bien pensante. Alors voilà, justement, Christian, non mais vous soulevez un point intéressant ou un paradoxe dont je voulais parler m'entendre avec vous, François Gervais. C'est que en même temps, les écolos, en tout cas les écolos politiques ou les écolos punitifs ou autres, sont violemment contre les énergies fossiles, veulent la fin des énergies fossiles. Vous avez expliqué que vous-même que aujourd'hui c'est 80% de l'énergie. On voit pas très bien comment on pourra s'en débarrasser tout de suite, mais en même temps ils sont violemment contre le nucléaire. Or le nucléaire il devrait être pour parce que c'est la seule énergie décarbonée, enfin ou pratiquement complètement décarbonée. Qu'est-ce qui fait que et Dominique Voynet s'en était vantée quand elle était ministre sous gouvernement Jospin, en disant elle avait effectivement essayé de saboter, en tout cas d'arrêter un certain nombre de programmes de centrales nucléaires, et on sait ce qui est arrivé à Fessenheim. Il y a quand même quelque chose de bizarre là. D'abord, je voudrais rappeler les proportions. Oui. L'énergie actuelle dans le monde, on disait 80%, ce sont des énergies fossiles. Alors, ce qui n'est pas fossile, il y a l'hydroélectricité, c'est la principale énergie renouvelable, comme on dit, 6%. 6%. Et derrière, le nucléaire mondial, 4%. C'est pas... Le nucléaire mondial est 4%. Oui, on se dit que c'est beaucoup plus. Oui. Bon, et les intermittents, c'est 1% pour le photovoltaïque et 2% pour l'éolien. Et quand on compare ce qu'on a dépensé pour ça, c'est intéressant. Aussi. C'est mondial, mes chiffres là. C'est pas pour la France. Mais il n'empêche, les proportions ne justifient pas un discours apocalyptique, n'est-ce pas? C'est ça. Non mais c'est ça. Non mais je veux dire, ce qui est extraordinaire, et donc ça explique, pourquoi les États-Unis, la Chine, l'Inde, une partie de l'Europe, la Russie et autres continuent à forer tranquillement, sans se préoccuper des accords de Paris. Vous avez pensé... tant qu'il y en a, parce qu'il n'y en aura pas tout le temps, hein. Et on finira par épuiser ces ressources. Mais attendez, normalement, alors là c'est aux chercheurs que je vais parler. Normalement, les énergies fossiles aujourd'hui, on sait, je ne pense pas une date exacte, c'est exploitable à votre avis jusqu'à quand? Le charbon, plus d'un siècle. Plus d'un siècle, oui. Plus d'un siècle. Oui. Gaz et pétrole. Si vous allez voir les Émirats arabes, ils en retrouvent des nouveaux gisements tous les jours. Donc, sans parler des offshore un peu partout. Bien sûr, bien sûr. Qu'on n'a pas encore vraiment commencé à toucher. C'est amusant parce que la Banque mondiale a suggéré à l'Argentine de forer au large de l'Argentine pour avoir des ressources qui leur permettent de diminuer leur dette. Javier Milei va s'en emparer. Il va évidemment le faire. C'est intéressant. Je crois que nous avons... et nous avons d'abord une petite pause, je pense, à faire, non? À tout de suite, toujours avec François Gervais et nos auditeurs. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos débats. On entend des choses qui changent un peu de la doxa généraliste qu'on entend trop partout. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov.
Et François Gervais, il n'y a pas d'apocalypse climatique. Ça paraît aujourd'hui aux éditions L'Artilleur, c'est en librairie aujourd'hui. Et écoutez, lisez-le. Vous verrez, vous y trouverez non seulement votre avoine, mais un peu de conscience et un peu de matière à réflexion. C'est ça le plus important, quel que soit ce que vous en pensez. Je crois que, Maud, nous avons... Vous avez encore un appel d'Emilien qui vient de Montpellier cette fois-ci. Bonjour Emilien. Oui, bonjour André, content de pouvoir intervenir. Bonjour à votre invité. Je voulais savoir ce qu'il pensait. Je suis assez d'accord avec son prisme de voir les choses. Il faut toujours remettre en cause les choses. C'est ce qui fait avancer la science. Mais je voulais savoir ce qu'il pensait du pergélisol. Vous savez, c'est cette masse terrestre assez profonde, toute gelée dans l'hémisphère nord, en Sibérie, qui est en train de fondre littéralement, et de libérer pas mal de méthane, ce qui rajoute à l'effet de serre du CO2. François Gervais. Vous avez raison, c'est une vraie question. Si vous allez voir en ce moment les températures en Sibérie, non, ça risque pas de fondre. On en est très loin. Alors peut-être pendant quelques semaines en été, mais les températures en ce moment en Sibérie, c'est du moins 40, du moins 60. Donc ça risque pas de fondre. Donc ça serait ponctuellement, dans quelques moments de l'année, oui, ça peut jouer. Alors, mais pas de façon irrémédiable et poursuivie, vous dites. Non. Et puis de toute façon, il y a beaucoup plus de CO2 dans les océans que dans le pergélisol de Sibérie. Donc de toute façon, s'il y avait vraiment un réchauffement, ça serait d'abord le CO2 des océans qui partirait dans l'atmosphère. Il en part un petit peu d'ailleurs. Enfin, l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère, ça reste quand même très limité. C'est 2 parties par million par an, tout compris. Deux parties par million par an de l'atmosphère. C'est pas une proportion phénoménale de l'atmosphère. Alors, pergélisol et océan compris. Ouais, d'accord. Donc c'est pas le pergélisol, c'est pas en soi un problème, plus que le CO2 qui vient des océans, qui je pense est majoritaire. D'accord. Et justement, parlons de cela. Emilia, vous vouliez réagir ? Oui, simplement, vous parlez du CO2, vous avez raison, la majeure partie est stockée dans l'océan, dans tout l'environnement finalement, il constitue l'environnement. Mais moi je voulais voir par rapport au méthane, parce qu'il y a du méthane qui est bloqué, là, tout ce pergélisol depuis des millions d'années. Et alors vous disiez en ce moment les températures sont normales. Moi je sais pas de la temporalité dans l'actualité, je parle d'évolution, et l'évolution des températures fait que ce pergélisol fond quoi qu'il arrive. Et le méthane est libéré. Le méthane lui a beaucoup plus de pouvoir que le CO2. Donc non. Qu'est-ce qui va se passer ? Non, je m'inscris en faux contre là-dessus. Le méthane n'a pas plus de pouvoir que le CO2, il en a beaucoup moins. De pouvoir de réchauffement oui, de serre. Absolument. Ah d'accord. Donc je cherche pour une raison, la première raison, c'est qu'il y en a que s'il y a 0,04% de CO2 dans l'atmosphère, il y a 0,0002% de méthane seulement dans l'atmosphère. Ouais, d'accord. Moins important. L'effet du méthane, l'effet réchauffement de la molécule de méthane est plus faible que celui de la molécule de CO2, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est pas un problème en soi, le méthane. Là encore, je le disais tout à l'heure, c'est un entourloupe du GIEC qui, au lieu d'insister sur la concentration de méthane qui est très faible, quand vous reprenez les chiffres de la NOAA qui montrent l'augmentation de méthane, certaines années, ça n'a même pas augmenté. Certaines années, ça n'a même pas augmenté. D'autres années, ça a augmenté, mais il y a des fluctuations. Et de toute façon, ces augmentations, l'entourloupe, c'est de dire, c'est pas l'effet qui compte, mais c'est la dérivée de l'effet. Et c'est là qu'il y a une tricherie. Pour revenir, pour terminer cette émission, pour en parler pendant des heures, et on en reparlera d'ailleurs, François Gervais, juste un mot. Au fond, comment faire pour, c'est plus qu'un travail d'Hercule, comment faire pour séparer la recherche scientifique de la vérité révélée qui est d'essence religieuse? J'encourage, dans le bouquin d'ailleurs, les anxieux à investir non pas sur leur portable, mais à vraiment engager une réflexion sur la science, disons vulgarisée. On n'est pas obligé d'aller lire des publications dans des revues internationales à comité de lecture, c'est là que se fait la science, en anglais, qui plus est, ça peut paraître un peu abscon, mais il y a tout de même
un certain nombre de documents vulgarisés qui permettent de se faire une vraie idée de ce que la science dit, même si elle est controversée. Parce que c'est normal, la science, c'est toujours controversé. C'est normal. Bon, mais il y a quand même matière à aller trouver... Non, mais la science arrive à des vérités à des moments depuis des siècles. Enfin, alors attention... des vérités, pardon. E égale MC2, c'est une vérité. Ça n'est plus remis en question. Voilà, ce n'est plus remis en question. D'accord. C'est déjà pas mal. C'est ça. Mais je vous mets au défi de trouver une publication dans une revue internationale à comité de lecture dont la conclusion dit la vérité, c'est ça. Jamais. Vous ne verrez dans une publication, dans une revue internationale, tout au plus, on aboutit à un faisceau convergent de présomption qui permet de dire, voilà notre conclusion, ça va dans ce sens-là. Mais on ne dit pas c'est la vérité. Absolument. Le mot vérité n'existe pas en science. Voilà. Eh bien, écoutez, prenons-en de la graine, et encore une fois, question à tout.